cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de regarder votre magazine d'actualité politique en RDC avec Floride. Alors, la jeunesse congolaise est très intéressée également sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons un des jeunes qui évolue au sein d'un parti politique ici au pays. Il est porte-parole de Piste pour l'émergence, le parti cher à l'opposant Seth Kikouni. Nathanaël Onokomba est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Floride. Merci en tout cas de m'avoir invité. J'espère que le Congolais va attendre de nous ce que nous avons compensé afin de développer notre pays. Voilà. Alors aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'actualité est dominée par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Il y a une brèche pour un dialogue qui s'annonce, mais j'aimerais d'abord connaître la lecture faite par votre parti par rapport à la situation sécuritaire aujourd'hui. Bon, déjà, la situation sécuritaire n'est pas d'aujourd'hui. Le Congo a toujours vécu cette situation sécuritaire depuis des décennies. Le problème, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir politique n'ont pas su en réalité apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent notre pays. Le pouvoir politique est un pouvoir d'impulsion, un pouvoir de décision. Mais le président Félix Tshisekedi a hérité de cette situation. C'est ça l'erreur. Quand vous voyez... Non, c'est la réalité, pas l'erreur. C'est ça l'erreur. Tout président hérite toujours d'une situation, soit les passifs de son pays et les actifs de son pays. C'est-à-dire, même les États-Unis, même la France, il y a toujours des contextes pareils. Alors, faire des erreurs des autres comme le bouclier pour vous permettre de vous dédouaner de votre responsabilité, ça c'est une erreur. Chaque pays évolue comme ça. Donc, je disais, ceux qui détiennent le pouvoir politique sont ceux-là qui doivent avoir le pouvoir d'impulsion, de coordination, de prévision ainsi que de décision. C'est-à-dire, j'hérite d'un pays dont je sais que mon pays a 9 pays voisins, donc je suis en guerre permanente avec 9 pays d'une manière soit tacite, soit active. Donc, le Rwanda nous fait ça d'une manière publique, mais l'Ouganda peut-être se camoufle, le Burundi peut-être, l'Angola peut-être, le Congo par exemple peut le faire aussi. La RDC fait affront à 9 pays. 9 pays, oui, parce que ce sont nos voisins. Nous avons tout ce que ces pays-là n'ont pas. Même le Centrafrique peut nous faire la guerre parce qu'il manque d'eau peut-être. Et puis, ne considérez simplement pas les pays qui nous sont voisins, même ceux qui sont lointains. L'Égypte peut nous faire la guerre aujourd'hui. Le Burkina Faso peut aussi nous le faire. Ça dépend parce que les États, nous les avons hérités. Pas parce que c'est un bien appartenant à nos parents, mais c'est parce que les colons ont tracé. Il y a ceux-là qui revendiquent. Alors nous devons savoir qu'à chaque fois que nous détenons le pouvoir politique, nous sommes en guerre. Et c'est quoi la priorité? Vous allez voir, M. Floride, dans l'article 69 de notre Constitution, il est écrit que le président est le garant de l'intégrité territoriale. Oui. Pourquoi on a mentionné ceci? Parce que notre pays a toujours été menacé vis-à-vis de son intégrité. Donc on rappelle au président, parce que tu es là, c'est à toi de veiller que cette intégrité reste de la manière dont tu l'as suivi. Alors, pour l'instant, quand on regarde la dégradation de la situation sécuritaire aujourd'hui, où est la responsabilité du président Félix? Du début à la fin. Démontrez-le. Je vous démontre. Le président prête serment le 24 janvier 2019. Il devient président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il devait faire en premier lieu? Il devait se rendre compte
qu'à l'intérieur, il y a un ministère qui veille, il y a un organe, il y a un service public qui veille de maintenir l'ordre public. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est la police. Il le sait? Il le sait? Il le sait. Dans les frontières, il doit savoir qu'il y a un service public qui est chargé de protéger nos territoires, c'est l'armée. Déjà, pour que je sois président, il faut que ce deux services publics fonctionnent d'une bonne manière. Donc, la première des choses, c'est mettre en place le mécanisme, une politique qui va prévaloir, qui va donner l'importance à ces deux services, à l'intérieur et à la défense. Déjà, il fallait restructurer l'armée. Lui-même, il nous a dit que l'armée était structurée. Non, parce que l'armée était structurée, ça manquait la motivation, ça manquait le prime, ça manquait les équipements, la technologie et autres. Pendant 6 ans, il avait le temps d'organiser ceci. Il avait le temps d'organiser l'armée. Pendant 6 ans, nous avons encore aujourd'hui les militaires qui se font payer 200 000 francs. C'est inconcevable. Et pourtant, celui qui détient le pouvoir politique, le peuple l'a élu lui, et non la coalition. C'est ça là où la responsabilité du président entre en jeu. Donc, il est le commandant suprême. Quand vous regardez dans les zones des opérations, le ministre de la Défense n'est pas dans les zones des opérations. C'est le président de la République comme commandant suprême, les chefs d'état-major et les chefs de la maison militaire du président de la République, qui est dans le chaîne du commandement. Donc, le président doit être au courant de l'armement, de l'artillerie militaire qu'il en a à sa possession. Donc, aujourd'hui, si notre armée est voué aujourd'hui, ou notre armée est aujourd'hui menacée, c'est parce que le président n'a pas pris en compte le deux services publics qui devaient lui protéger des plaies. Mais dans un pays où tout est prioritaire, le président arrive trouvant un budget chaotique, 4 milliards. Okay. Et s'il faut donner à l'armée tous ces moyens-là, c'est dans le temps. Il faut voir la restructuration de l'armée dans le temps. 6 ans pour restructurer une armée avec ses réalités internes, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le pouvoir. Aujourd'hui, lui, il fait face à ça parce qu'il connaît maintenant la réalité. Hier, le président Kabila était critiqué pour ça, mais une fois au pouvoir, on se rend compte des réalités. Il y a des réalités devant lui, devant le président, Félix Tshisekedi. Monsieur Floride, vous savez, je l'ai dit en amont, il y a deux services publics qui pousse le président à se dire « je suis le président d'un État », qui lui donne la tranquillité quand il veut dormir. Tu ne seras pas tranquille si tu n'as pas ce qui te protège à l'intérieur et dans des frontières. La priorité de la priorité, c'est la sécurité du peuple congolais. C'est ça la priorité. Même le parent, quand nous avons l'argent, pour la première fois, le premier réflexe, c'est qu'il faut payer d'abord le loyer. Parce que les enfants doivent avoir là où dormir. Tu ne peux pas dire non, mes enfants doivent manger, ils doivent aller à l'université, ils doivent s'habiller. Tout ça sont des priorités. Mais la priorité de priorité, ils doivent avoir là où dormir. Parce que la nuit, ils vont te poser la question, papa, je vais dormir où? C'est ça. Donc le président de la République, le Congo a plusieurs priorités. Mais d'abord, il faut que le Congo existe. Pour que le Congo existe, il doit y avoir des gens qui défendent son intégrité territoriale. Déjà, 6 ans, c'est beaucoup. Pour restructurer notre armée, il a fallu même 1 année ou 2 ans. Je ne serai pas dur avec le président. Parce que vous allez voir combien nous avons dépensé ici dans ce pays pour des choses futiles qui vont... Futiles? Oui. Je vous donne un exemple. Les centres financiers, c'est à la hauteur de plus de 400 millions. Millions, s'il vous plaît. Millions. Donc, vous voulez dire construire des infrastructures, c'est inutile? Construire des infrastructures dans un endroit où il n'y a pas de sécurité, c'est inutile. C'est comme une personne qui se promène avec un iPhone 16 dans un endroit où il y a beaucoup de koulouna. C'est comme quelqu'un qui promène avec l'argent dans un endroit où il y a beaucoup de koulouna. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord la sécurité. Est-ce que les centres financiers, c'était une priorité? 400 millions, vous savez combien de Sikoa nous avons? 400 millions, vous savez combien d'armements nous avons? Parce que ce n'était pas une priorité. Arena, nous avons besoin d'Arena? Non, parce que Kabila nous avait déjà laissé les centres culturels en face du palais du peuple. C'est déjà une priorité. Les centres culturels et Arena, c'est presque la même chose. Le centre culturel, c'est un don. C'est presque la même chose. Alors, si les centres culturels existent déjà, pourquoi construire Arena dans un pays où la sécurité est primordiale? Vous voyez, quand on dit la guerre, c'est pendant 30 ans, déjà, on doit être dur avec le président parce que pendant qu'il faisait l'opposition, il devait se procurer des solutions. Il était en train d'étudier, c'est ça le rôle de parti politique, en train de mettre en place. Ici, ils sont en train de faire de mauvaises choses. Moi, quand je serai, je ferai ceci. Pendant 30 ans, vous avez étudié la situation de l'Est et arrivé au pouvoir, qu'est-ce que vous allez dire comme explication? Alors, il y a aujourd'hui certains membres, certains cadres de l'UDPS ou de l'Union sacrée qui considèrent également l'ancien président Kabila comme étant
un personnage lié au désordre de l'Est, à la situation précaire de l'Est. Est-ce que c'est logique? C'est irrationnel. Moi, je pense que c'est irrationnel de penser ainsi. Et ce sont des gens qui n'ont pas la culture de l'État. Monsieur Floride, quand on a ce qu'on appelle les institutions dans un État, il faut savoir avoir le langage institutionnel. Vous savez, le 1+4 de Kabila nous a amené ce qu'on appelle l'unité nationale. Le 1+4 de Kabila nous a apporté les institutions. Le 1+4 de Kabila nous a donné l'alternance pacifique. Mais le 1+6 de Félix Tshisekedi, le 1+6, c'est-à-dire le président et l'union sacrée, le présidium, qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui? Nous avons l'Est qui est occupé. Pourquoi j'ai donné cet exemple? L'Est a été occupé même avant lui. Non, non, l'Est n'a jamais eu un gouverneur qui parle la Kinyarwanda. Jamais. Depuis que Kabila était encore en vie, jamais. Une parenthèse, cette langue, la Kinyarwanda, elle est congolaise ou elle est rwandaise? Le problème, c'est que répondre à cette question d'une manière directe serait Parce que j'ai entendu animé de sentiments. J'ai entendu le ministre de la Communication reconnaître que c'est une langue congolaise. Normalement, oui. Normalement, oui. Vous savez, il faut pas... Alors pourquoi ça vous choque? Non, il ne faut pas tomber dans le piège de Belge. Vous savez, il ne faut pas tomber dans le piège de Belge. Parce qu'une fois que nous sommes devant un fait accompli. Si vous niez que ce n'est pas une langue congolaise aujourd'hui, vous légitimez le combat de ceux qui pensent qu'ils sont pourchassés dans leur terre. Nous sommes arrivés à ces points parce que le gouvernement n'a pas pu bien gérer cette crise. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que le Kinyarwanda n'est pas notre langue, et ils vont dire voilà pourquoi nous on est pourchassés. Parce qu'ils nous disent que nous ne sommes pas des Tutsis congolais. Et pourtant, le président avait dit qu'il y a des Tutsis congolais. On ne gère pas les pays sur base des émotions. L'erreur ici, c'est penser que réussir son mandat, c'est faire le contraire de Kabila. C'est là où nous sommes arrivés. Kabila, c'est un patrimoine, laissez-moi vous le dire. Contraire de Kabila, mais il devait faire le contraire de Kabila. Parce que la gestion, le régime Kabila a commis aussi des erreurs, non? Beaucoup. Ben voilà. Beaucoup. Il devait faire autre chose. Voilà. L'erreur maintenant, c'est penser que réussir son mandat, c'est faire exactement le contraire de Kabila. Non. Kabila, c'est quelqu'un qui a géré les institutions. Il doit être un conseiller. Il a appris parce qu'il a géré. Différemment de vous qui venez gérer. Mais les relations n'ont pas été au beau fixe entre le FCC et la famille politique du président. C'est tout simplement parce que le président n'a pas été l'unique seul maître à bord de sa formation politique. Vous êtes là le matin, le président donne un point de vue. Le soir, il y a un secrétaire général qui donne son point de vue. Les matins, il y a une autre personne qui parle. Ces choses-là, on ne l'a pas vécu avec Kabila. J'étais en train de dire que Kabila ne peut pas être considéré comme c'est lui qui est l'auteur de désordre. Pourquoi? Parce que Kabila a mis en place le 1+4. Ça nous a donné les institutions. Le président Félix est venu autrement. Kabila avait la capacité de faire du mal au peuple congolais. Et ça s'inquiétait. Sassou est au Congo-Brazza. Sassou est au Congo-Brazza, il est président jusqu'aujourd'hui. Kagame est là-bas jusqu'aujourd'hui. On voit les présidents du Cameroun est là-bas jusqu'aujourd'hui. Faire du mal, ça veut dire rester au pouvoir. Rester au pouvoir, il avait l'armée. Il pouvait tuer les Congolais. Là, il a vaincu ses propres démons. Il a vaincu les démons de l'Afrique. À 49 ans ou 48 ans. Laisser le pouvoir encore très jeune. Et pourtant, il a... Mais on aurait pu organiser les élections bien avant. Il a glissé 2 ans supplémentaires. Hein. C'est ça l'erreur. Ouais. C'est ça l'erreur. Il a hérité ces pays. Il a fait la guerre, la rébellion pour être président de ces pays. Son père est mort dans ces pays. Il est devenu président. Il s'est assis avec le rebelle autour d'une table. Il a organisé les premières élections. Il est devenu président démocratiquement, le premier président élu démocratiquement. Et puis il laisse le pouvoir, pas parce qu'on avait la force quelconque, parce qu'il pouvait nous tuer, nous tous, comme ceux qui sont en Afrique le font. Mais il a compris que je dois laisser le pouvoir, malgré ce qui s'est passé, mais il a quand même laissé le pouvoir. C'est lui qui est venu après lui. Il devait comprendre que Kabila est dans la logique de mettre en place un État capable de survivre après des années. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Nous voulons être de riches comme l'a été le régime de Kabila. Nous voulons combattre ce Kabila à construire. Et voilà là où nous sommes. Non, mais c'est leur deuxième mandat. Pourquoi vous êtes pressés? Nous sommes pressés. Oui. Nous sommes pressés parce que pour le moment, je vais aller à Goma, mais il n'y a pas moyen. Non, mais c'est la guerre. Quelle guerre? Est-ce que vous pensez que c'est le président qui a voulu que Goma soit pris? Mais oui. Quand on entretient le mercenaire plus que son armée, qu'est-ce que vous attendez? Ces mercenaires-là détiennent de passeports étrangers.
Une fois qu'il y aura la guerre, ils vont fuir. Ils vont aller dans les ambassades, ils vont traverser au Rwanda. Personne ne va vouloir abattre un mercenaire. Mais les mercenaires, c'était dans le souci de pouvoir protéger la ville. Ah. Dans le souci de pouvoir accompagner aussi les actions des FRDC. Il n'y a pas de mal à ça? Il y a deux personnes qui ont prêté serment de défendre l'intégrité territoriale. Il y a le militaire et il y a le président de la République. Monsieur Ford, vous avez prêté serment pour défendre notre maman, votre femme, allais-je dire. Moïse Katumbi a prêté serment devant Dieu pour défendre maman Karim. Et face à une difficulté, on ne peut pas demander de l'aide? C'est-à-dire, l'unique personne qui a prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale, c'est le président et le militaire. Ils disent que nous allons combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Donc il faut entretenir ces gens-là parce qu'ils vont donner la vie pour la patrie. Et non ceux-là qui viendront pour l'argent. Les mercenaires viennent pour l'argent. Un président ne peut pas sous-traiter sa sécurité, la sécurité de son État. Ici, nous sommes en train de chercher les boucs émissaires ailleurs. Le responsable ailleurs. Le premier responsable, c'est le président de la République. Monsieur Nathanaël, alors aujourd'hui, la situation est très précaire. La solution passe par quoi? L'idée du dialogue, vous la soutenez? Bon, l'idée du dialogue, vous allez dialoguer avec qui? Pourquoi? Pour obtenir quoi? Les présidents de la Vous avez dit que Kabila a dialogué avec les autres sur sur une table. Je vais vous répondre, oui. M. Floride. Le président Kabila a tout donné à M. Félix Antoine Tshisekedi, à l'exception de Maman Olive. Tout ce qui reste, il lui a donné de ses pays. Maman Olive et ses enfants, que le président de la République n'a pas droit. Mais le reste, il a tout donné. Mais ces derniers a rompu ces accords-là. Vous comprenez? Donc on arrive encore. Le FCC cache. C'était ces divorces qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc vous soutenez vous aussi l'accord à l'africaine, c'était ça? Ça a existé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabouya qui l'a dit. Moi, je n'ai fait que relayer. Il a dit Kabila a Atali, ce qui veut dire Kabila n'a pas vu notre personne à donner, il nous a donné. Donc, ce n'est pas Kabila qui donne le pouvoir, c'est les peuples. Quand le secrétaire général reconnaît que c'est Kabila qui a donné. Donc, c'était un deal. Évolué. Donc, c'est pour dire ceci. À ce moment, lorsque la maison brille, les enfants ne doivent pas se réunir autour du pyromane, mais se réunissent autour du pompier. Tu ne peux jamais dire non parce que la maison brûle, allez-y soutenir le pyromane, vous les enfants de la maison. Non, on soutient le pompier. Parce que peut-être le pyromane est blessé. Vous voulez l'aider, quand vous voulez l'aider, il a sa machine, il va encore allumer le feu. C'est la situation où nous sommes. Moi, je pense qu'il y a une seule solution. Oui. Pour être patriote, il y a une seule solution. Cette solution, c'est le président de la République qui doit nous les donner. Non, mais non. Les chefs des confessions religieuses font les tours des quartiers généraux, des partis politiques, pour des entretiens, des consultations. Quelle est la solution à proposer au président de la République, vous en tant que parti politique? Simple. Oui. Nanga revendique la légitimité du président Félix. Il dit qu'il n'est pas légitime. En 2023, il n'a pas organisé d'ailleurs, il n'a pas organisé les élections. Il y a eu braquage électoral, les machines à voter ont été distribuées partout. Moïse Katumbi revendique la même chose. Il y a eu braquage électoral, l'instauration des dictatures. Kabila n'est pas allé aux élections parce qu'il y a eu une mauvaise façon de nommer le président de la CENI. Nous, Seth Kikouni est en prison à cause de la mauvaise gouvernance. Nous avons dénoncé et nous sommes allés aux élections. Fayoulou réclame être le président élu. Intérêt personnel. Alors, c'est quoi la solution? Laissez-moi vous donner la solution. Vous m'avez posé la question, je vous donne la solution. Oui. C'est quoi la solution? La solution, c'est, avant que nous soyons des patriotes, le président doit l'être. Simple. Il commence par dissoudre l'Assemblée nationale. Quand il dissout l'Assemblée nationale... Dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, oui. Mais ça va apporter quoi comme solution à la guerre? C'est là où j'apporte maintenant ma solution. Le président dissout l'Assemblée nationale. Quand il dissout l'Assemblée nationale, les élections devaient être organisées après 6 mois. Quand il dissout aujourd'hui, demain lui-même il démissionne. Ce qui revient à dire que le président du Sénat va conduire une transition pour 6 mois en vue d'organiser les élections. Un président du Sénat qui est... dont vous ne reconnaissez pas l'élection. Oui, bien sûr. Mais pourquoi il va prendre le pouvoir? Parce que c'est l'unique solution à faire pour sauver notre pays. À ce moment ici, le président du Sénat, nous concédons qu'il puisse conduire une transition parce qu'il n'a pas d'intérêt. Lui, il est là simplement comme médiateur afin d'organiser les nouvelles élections. À ce moment-là, l'Assemblée nationale qui est composée de députés ici, peut-être de machines à voter, ne vont plus exister. Nanga n'aura plus de revendications parce que Nanga revendique la légitimité du président.
Aucun opposant ne va revendiquer ceci. Le peuple, et après ça, nous aurons un les armes vont se taire. Mais ça va se faire sous l'égide de pères africains, de prêtres. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est simplement pour l'intérêt d'un camp politique qui se trouve aujourd'hui coincé. Mais ce n'est pas une solution pour la paix à l'est de mon pays, pour la paix de mon pays. Parce que ce n'est pas seulement l'est qui est menacé. Les Mobondo aussi menacent ici. Et quand vous regardez la constitution de notre pays, c'est clair, nous n'avons qu'un problème de légitimité. Monsieur Nathanaël, moi je ne vous comprends pas. Je suis un peu perdu. Non, on dit que le M23 et tous ces mouvements, ce sont de coquilles vides. Ok. Il y a de pouvoir, il y a des puissances derrière. Est-ce que vous le reconnaissez? Bon, moi je ne peux pas avoir ces narratifs. Je ne peux pas avoir ces narratifs directs. Parce que ça va contredire ce que vous venez de dire. Non, non, non. Parce que aujourd'hui, Mobondo est en train de tuer ici, non loin de Kinshasa. On ne prête pas encore attention. Vous voyez? Mais le peuple est en train de mourir. Mais lorsque c'est Mobondo... c'est un problème ethnique. Il n'y a pas d'intérêt économique. Oui, les M23 aussi a commencé comme ça. Il n'y a pas d'intérêt. Les M23, fondamentalement, sont des intérêts économiques. Non, non. Les M23 aussi a commencé comme ça. Ça a commencé. Regardez leur lit. Oh, nous sommes chassés de nos terres. Il faut regarder la souche. Et ils ont revendiqué. Ils revendiquent leurs terres. On nous a chassés de nos terres. Ils disent qu'il n'y a pas de Tutsis congolais. Et pourtant, nous les sommes. Mobondo aussi commence comme ça. Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, avant que l'armée étrangère ne vienne prêter main forte, il doit y avoir déjà une petite organisation. L'erreur, c'était de sous-estimer Nanga. Nanga fut le président de la CENI. Il avait ce qu'on appelle la cartographie de notre pays dans sa tête. Il sait partout, il y a des routes pour déposer des machines, pour faire les élections. Il en avait ça dans sa tête. Et négliger une personne pareille, au début, c'était toujours coquille vide, pantin, rigolo. Et aujourd'hui, il est là à Goma en train de faire sa loi. Alors, Kagame, quel est votre regard sur l'implication de Kagame dans la guerre de l'Est? Kagame nous fera toujours la guerre. Alors, vous pensez qu'il va le laisser une fois qu'on va dissoudre le Parlement? Le problème, c'est que... Une fois que Félix va partir, il ne le laissera pas? Le problème, c'est que Kagame nous fera toujours la guerre. Il a fait la guerre à Kabila. Vous voyez? Il a fait la guerre à Mouzé. Et il fera la guerre au président qui sera élu légitimement. Voilà maintenant... D'où le problème, ce n'est pas Félix. Voilà là où je trouve maintenant la solution. D'où le problème, ce n'est pas Félix. Regardez là où je trouve la solution. Le président, ici, légitimement, oui, fera en sorte que les institutions de la République fonctionnent d'une bonne manière. Et quand les institutions fonctionnent, les institutions veillent en sorte qu'il y ait pas rupture de service public. À ces moments-là, nous n'aurons pas un gouvernement des récompenses, mais nous aurons un gouvernement de la méritocratie. Et quand on aura un ministre de la Défense, ce ministre aura pour mission d'organiser notre défense. Parce que pour le moment, personne ne mérite un poste au gouvernement. Soit tu es quelqu'un recommandé, soit tu appartiens à un camp politique. Ça, c'est facile. Mais c'est Floride. Oui. Vous ne pouvez pas être nommé ministre aujourd'hui. Pourquoi? Peu importe ce que vous faites comme exploit. Vous savez pourquoi vous ne faites pas partie des partis politiques? Vous n'êtes pas dans une formation politique. Mais ça a toujours été comme ça. À l'époque de Kabila aussi, c'était comme ça. Mais on peut abolir. Faut être dans le parti. On peut abolir ça. Ah donc, vous voulez qu'on change la constitution? Ça. Ce n'est pas changer la constitution, c'est-à-dire quand je suis démocratiquement élu, je ne dois rien à quelqu'un. Je peux nommer quelqu'un par sa compétence intellectuelle et non par son appartenance politique. Je peux bien le faire. Non, les alliances se font toujours, par exemple, pour avoir la majorité au Parlement. Si. C'est ça qui font qu'il y ait des alliances. Et puis demain, c'est par rapport au poids politique. Vous pensez que si M. Floride, moi je vous vote président de la République, je vais voter un député qui s'oppose à vous? Non. Je ne vais pas le faire. Ici, surtout en Afrique, non, non. Parce qu'en Afrique, on vote le nom de la personne et ce qui s'ensuit après. Donc, ce qui veut dire, nous avons toujours un problème de légitimité. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les chaos instaurés depuis 2018 jusqu'à ce jour. Et la solution est simple. Kagame, quand il sera face aux institutions, parce qu'aujourd'hui, le Congo a un problème des institutions. Quand Kagame sera face aux institutions... Légitime. Oui, il aura maintenant une armée qui n'appartient pas à un camp. D'accord. Mais Kabila était légitime ou pas? Kabila, quel Kabila? Kabila le fils ou le père? Kabila le fils. Kabila le fils. Kabila le fils n'était pas toujours légitime. Ah donc c'est un problème qui date aussi de longtemps? Mais bien sûr. Même Kabila illégitime. On doit trouver une solution. C'est ça notre combat. Quand vous regardez notre constitution, oui, c'est écrit...
Le problème du Congo, c'est le problème de la légitimité. Donc Kabila aussi n'avait pas été élu. Kabila n'avait pas de légitimité. Alors, dans ce cas, s'il n'y avait pas de légitimité, lui-même aussi, Nanga, il est pour quelque chose dans ce chaos. Mais oui. Parce que c'est lui qui a organisé les élections. Mais oui. Nanga n'est pas un saint. C'est Nanga qui nous a apporté tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'un père dans une famille, quand tu maltraites tes enfants et qu'un de tes enfants saute les murs, partir prendre les voisins pour venir te faire du mal, tu n'as pas le droit de demander à tes enfants de la maison que tu maltraites chaque jour de te défendre. Parce que tu ne sais pas ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont en direct. Il y a des enfants qui vont dire « Ah papa, on s'en fout ». Et parce que les enfants qui sont à l'intérieur verront celui qui est en train de venir comme libérateur. Le président Félix Tshisekedi maltraite qui? Je vous donne un exemple. Vous savez dans quelles conditions Seth a été arrêté? Ah, donc vous êtes venu ici pour parler de Seth? Non, non, je donne l'exemple. Parler d'intérêt commun. Voilà. Oui. Vous savez mais commençons par Seth. Vous savez dans quelles conditions Seth a été arrêté? Allez-y. Tout simplement parce qu'il est allé voir le père catholique pour leur dire que le pays est mal dirigé. Les jours où il a été arrêté, c'est les jours où il a vu beaucoup d'eau. C'est le jour où il a été arrêté. Pourquoi? On a déposé un mémo pour dire qu'on ne veut pas des changements des élections, de la Constitution. Nous voulons qu'il y ait une bonne gouvernance. Deuxièmement, les fonctionnaires sont bien payés dans ces pays. Les militaires sont bien payés dans ces pays. Est-ce que nous avons un transport en commun? Non, mais il aurait tenu des propos très séparatistes. Bon, je ne vais pas vraiment parler de ça parce que j'ai tellement parlé là-dessus pendant au moins 7 mois. Là, maintenant, je reste dans les faits. Okay. Les fonctionnaires sont bien payés dans ce pays. Vous imaginez, après 6 ans, le président de la République vient parler des réductions des trains de vie des institutions. Mais mon Dieu, c'est le même président qui a défendu les députés dans une chaîne de la place. Ils ont le droit de toucher 21 000 $ parce qu'ils doivent couvrir les manifestations de deuil, subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est comme ça que vous dites qu'il prend soin de nous. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de transport en commun. Nous n'avons pas de l'électricité, pourtant nous avons Inga 1, Inga 2, Inga 3. Mais l'appel du président, est-ce qu'il faut trouver ça normal? Parce que nous sommes dans une situation particulière. Quelle situation particulière? Mais la guerre! On a toujours été à guerre, M. Floride. Je ne veux pas en fait que vous puissiez penser que la guerre a commencé parce que la ville de Goma est occupée. Les habitants de Goma ne sont pas plus que ceux de Kishiché, c'est des Kiwanja, c'est des Rumangabo, c'est des Bunagana, c'est des Minova, c'est des Sake. Non! Le Congolais qui est à Goma n'est pas plus que celui des Rubaya. Bunagana a été occupé depuis quand? Pourquoi le président n'avait pas ces langages? Pourquoi il n'avait pas cette posture? Parce qu'il ne pensait pas que son pouvoir pouvait être menacé. Aujourd'hui, la rédemption que le président cherche, c'est pour sauver son pouvoir et non l'intégrité territoriale. Parce que si c'était pour l'intégrité territoriale, ça allait être depuis Bunagana. Imaginez les enfants de Bunagana pendant 2 ans. Ils ont étudié sur quelle langue? Quel est le drapeau qu'ils utilisent là-bas? Quel est le président qu'ils reconnaissent à Bunagana jusqu'à ce jour? Donc Bunagana n'est pas le Congo. Pourquoi Goma intéresse les gens plus que Bunagana? Pourquoi les gens n'ont pas prié pour Bunagana, ils prient pour Goma? Donc vous voulez me dire que quelqu'un qui habite à Goma est plus congolais que celui de Bunagana? Donc pour vous, le gouvernement s'est réveillé seulement avec la prise de Goma? Le gouvernement ne s'est pas réveillé seulement à la prise de Goma. Le gouvernement a senti les dangers avec la prise de Goma. Ils ont pris au sérieux les menaces avec la prise de Goma. Et aujourd'hui, ils s'inquiètent plus pour leur pouvoir que pour les sorts de notre pays. Parce qu'ils sentent que le pouvoir est menacé. On risque de revivre les histoires atroces du passé. Raison pour laquelle ils veulent maintenant chercher une cohésion nationale, des dialogues. Ce n'est pas pour sauver les pays. Donc, vous vous inscrivez en faux par rapport à la démarche de l'Église? Non, moi. Mais pourquoi on va dialoguer? Pourquoi? Vous allez dialoguer pourquoi? Faïlou a été insulté ici qu'il est quelqu'un qui cherche de l'argent parce qu'il a proposé la cohésion nationale. Pourquoi on va dialoguer? Pourquoi? Le président a dit tout va bien. On va dialoguer pourquoi? Donc vous n'allez pas recevoir les prêtres? Non, mais les prêtres, s'ils vont venir voir Seth pour que Seth pardonne au président de la République parce qu'il a arrêté, c'est bon. S'ils vont venir voir Seth pour lui parler de leur plan, mais nous avons notre position. On ne va pas aller au dialogue. Ces dialogues-là, c'est une coquille vide. On ne va pas aller au dialogue. Pour faire quoi? Non, non. Il devait appeler le... Pendant que Bunagana était occupé, ils avaient une priorité que les gens pensent oublier. Le changement de la Constitution. Pendant que Bunagana est occupé, il disait il faut changer la Constitution. Rouba est occupé, il faut changer la Constitution. Mino va occuper, il faut changer la Constitution. Et aujourd'hui, Goma, intégrité territoriale, non. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Le problème de ces pays, c'est le président Félix aujourd'hui. Et c'est à lui seul de trouver la solution. Mais il y a quand même une frange de la population qui estime que Nanga, c'est un peu...
quelqu'un qui n'est pas content, qui est mécontent. Ce sont ces carrés miniers qui ont été pris. C'est pourquoi aujourd'hui il a cette posture. Et pourquoi on l'a pris ces carrés miniers? C'est la question. Et qui l'a pris ces carrés miniers? Si on répond à ces questions, nous allons trouver seulement les fautifs. Qui l'a pris ces carrés miniers? Pourquoi on l'a pris? Est-ce que ça a respecté la procédure légale pour lui ravir ces carrés miniers? Donc aujourd'hui, nos peuples qui meurent à l'Est, nos enfants qui sont à Bunagana, à Aruba et à Kishiché, aujourd'hui sont seulement victimes d'un comportement d'un individu envers un autre individu. Tout simplement parce qu'ils voulaient satisfaire leurs besoins financiers. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de vivre cette situation. Vous avez déjà condamné le Rwanda? Le Rwanda, mais bien sûr, le Rwanda nous attaque depuis tout longtemps, on condamne. Et condamner ne veut pas dire pleurnicher. On ne pleurniche pas, on condamne. Mais parce que la position que vous donnez sur ce plateau, c'est comme si cette guerre concernait Félix Tshisekedi. Alors que la guerre concerne la nation congolaise. La nation congolaise n'a pas des armes. La nation congolaise a deux services publics qui veillent à sa protection. C'est l'armée et la police. La nation congolaise, vous faites partie de la nation congolaise. Votre rôle, c'est faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et Kagame attaque qui? Kagame attaque le Congo. Et le Congo où nous sommes là. Dans le Kagame vous attaque. Nous attaque. Oui. Et nous payons les gens qui ont prêté serment de nous défendre. Nous les payons par nos taxes, nous les payons par les impôts, nous les payons par nos contributions. Et c'est comme ça qu'ils sont payés. Mais ceux qui gèrent cet argent, qui doivent entretenir ceux qui ont prêté serment pour nous protéger, ils prennent cet argent pour se payer eux-mêmes. 21 000 $ comme député, 30 000 $ comme ministre, plus de millions pour président, des conseillers de l'autre côté, de carrés miniers de l'autre côté. Et vous voulez nous tenir, nous, responsables de ça. Le peuple donne déjà beaucoup. Les mamans qui vendent ici au marché, leurs taxes là, leurs impôts qu'ils payent. Mais s'il faut que vous payez vos impôts, ça part où? Ces impôts-là, vous pouvez même me donner. Ça va m'aider, mais vous ne me donnez pas, vous donnez ça à l'État. Mais l'État doit prendre ça pour payer ceux-là qui doivent nous protéger. Et aujourd'hui, vous voulez nous tenir responsables de ceux qui détournent l'argent du peuple? Non. Mais en entendant cette erreur au sein de la famille, il faut d'abord bouter l'ennemi dehors, et puis arranger, laver les linges sales, comme ça se dit. Mais l'ennemi... Vous voulez pas laver les linges? L'ennemi a toujours été là. L'ennemi a toujours été là, permanent. Et on a toujours dit que l'ennemi est là. Vous regardez le Rwanda. Nous regardons le Rwanda. Mais vous oubliez que l'Angola peut aussi nous faire la guerre, ici. Vous oubliez que le Centrafrique peut aussi nous faire la guerre, ici. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que Moi, je veux seulement que le peuple puisse comprendre ceci. Ce n'est pas parce que seulement Goma est aujourd'hui occupé que nous devons nous réveiller ce centre patriotique. On a été poursuivis ici pour faux bruit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement veut en sorte qu'on puisse tenir ces faux bruits pour les encourager. Ce n'est pas mon tweet, ce n'est pas ma dénonciation qui va changer la situation. Mais c'est la prise de conscience de ceux qui détiennent le pouvoir politique. Mais c'est eux, c'est le président de la République et son gouvernement, ce n'est pas nous. D'ailleurs, nous sommes cléments avec eux. Je vous rappelle qu'en 97, au mois d'avril, quand Mouzé était en train d'avancer, le secrétaire général de l'IDPS, à l'époque, le premier secrétaire général, à l'époque, a défendu Mouzé. Il a dit, Mouzé c'est notre allié. Mouzé c'est notre allié. Ah bon? Oui. L'UDPS? L'IDPS. Il a dit, Mouzé c'est notre allié. Et le président Tshisekedi a accepté d'être premier ministre. Il a revendiqué être premier ministre. De Mouzé? Non, non, de Mobutu. Parce qu'il ne soutenait pas Mobutu à cette époque-là. Au mois d'avril, le secrétaire général a tenu un point de presse où il a dit Mouzé c'est notre allié. En 2012. Pourquoi vous avez pris cet exemple? Pourquoi vous avez pris cet exemple? Nous avons pris cet exemple pour vous montrer que nous sommes patriotes. Nous sommes de la nouvelle génération. Moi, cet exemple-là paraît comme si vous soutenez les rebelles. Nous sommes patriotes. Voilà pourquoi nous nous condamnons. Mais eux n'ont pas condamné. Récemment, ici, en 2012, Kabila faisait face à la même situation. Et vous condamnez aussi Nanga sur ce plateau. Mais pourquoi je vais soutenir Nanga? Pourquoi je vais soutenir Nanga? Je ne soutiens pas Corneille Nanga. Mais vous ne soutenez ni Nanga, vous ne soutenez ni Félix. Vous soutenez qui? Mais je soutiens la patrie. Je soutiens mon pays. Soutenir mon pays ne veut pas dire soutenir Félix. Ce n'est pas dire soutenir Félix. Je ne soutiens pas. Mais comment Félix. On soutient la patrie? Écoutez. On soutient la patrie. Je soutiens la patrie à ce que je fais sur le plateau. Je leur donne des pistes de solutions. Ils ont l'argent de l'État. Ce n'est pas la peine d'aller récolter les offrandes dans les églises parce que le Congo a beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'aller faire des offrandes pour aider nos militaires. Ils peuvent changer ceci.
dans la session qui va répondre ici au mois de mars, ils peuvent changer les choses. En faisant quoi? Pourquoi pas? Concrètement? Pourquoi pas le budget de notre pays, les budgets annuels, Oui. être réévalué. Réévaluer ceci, orienter même les 70% dans les efforts de guerre. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, nous n'avons pas de partenaires à l'Occident. Pourquoi pas le président ne peut pas se tourner vers le Russe? C'est aussi une solution. Parce qu'ils disent qu'on ne nous vende pas les armes. Ils disent que l'Union européenne ne joue pas un franc jeu. Les États-Unis ne nous soutiennent pas. Mais il y a la Russie qui existe, il y a la Chine qui existe, il y a les Corées qui existent. Ils doivent nous montrer la bravoure. Traoré n'a que 36 ans. Assimi Goïta est jeune. Mais pourquoi ils tiennent face aux terroristes et pas nous? Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il y a eu un appel des jeunes à s'enrôler dans l'armée pour soutenir les FARDC. Comment vous jugez cet appel? Le Congo n'a pas un problème d'effectif d'hommes. N'a pas un problème d'effectif. À suivre les dernières déclarations de Jean-Pierre Bemba, nous sommes dans les 160 000. Nous avons 160 000 militaires actifs. Donc le Congo n'a pas un problème de militaires. Le Rwanda n'a que 30 000, je crois. Nous avons 160 000. Ce qui revient à dire que nous avons un problème de logistique et non un problème d'hommes. Parce qu'avoir une armée avec autant de militaires sans armement, ça ne sert à rien. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir 10 militaires, il me faut simplement d'avoir une armée forte. Et cette armée forte est composée des armes. Stratégie. Il faut investir dans les achats d'armes et dans des bonnes conditions qu'il faut mettre les militaires. Aucun militaire ne voudra sacrifier sa vie et enfin que ses enfants vivent dans la rue. Non. N'appelez pas le jeune pour adhérer à l'armée simplement pour augmenter l'effectif. Mettez nos militaires dans de bonnes conditions. L'armée ne doit pas être un service public auquel on part quand on a échoué dans la vie. Ça doit être un service public où on part pour réussir dans la vie. C'est-à-dire, j'adhère à l'armée parce que je suis intelligent, parce que je sais que je vais servir mon pays. Il y a des conditions mises en place qui vont nous permettre de développer le pays. Vous appelez les enfants, venez des par-ci, pourquoi? Pourquoi, M. Floride? C'est ça, aujourd'hui. On a fini cette émission. Aujourd'hui, l'on nous conduit sur base de l'émotion. Moi, je suis contre l'émotion. Mettons la rationalité en place. Les pays ne se développent pas par des émotions. Vous imaginez, nous sommes dans un pays en guerre, mais l'on nous demande de prier pour le pays. Moi, prier pour le Congo. Moi, je peux prier pour un pays qui a autant d'argent. Et pourtant, le président est là, moi, prier. Je ne peux pas prier. Il y a une dimension spirituelle aussi importante. Quelle dimension spirituelle? Si nous avons les pasteurs Roland ici, si nous avons les pasteurs Jordan ici, si nous avons les pasteurs Max, si nous avons, je sais, Atoms, Denis ici, là-bas, il y a des Basimou qui sont comme des pasteurs. Il y a des Thierry Moi, mais qui sont comme des pasteurs. Vous pensez que le Rwanda n'a pas de pasteur? On doit réveiller notre mentalité. Ça fait très mal, M. Floride. On a fini cette émission. Alors pourquoi cette Kikouni, qui est président de votre parti, Piste pour l'émergence, est toujours en détention alors qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, la grâce présidentielle, c'est une mesure prise par le président de la République, reconnue par l'institution président de la République, qui doit être mise en place. D'ailleurs, quand vous regardez l'ordonnance du président, c'est écrit « Cette ordonnance entre en vigueur à date de sa signature ». C'est-à-dire que le jour d'après, les prisonniers politiques doivent sortir. Ce qui prouve que le ministère de la Justice ne travaille pas bien. Normalement, cette commission devait déjà être là. Mais est-ce que... Quelle commission? La commission chargée de libérer les prisonniers qui bénéficient de la grâce présidentielle. Donc jusqu'à présent, cette commission n'existe pas. Je ne sais pas s'il travaille encore parce que l'ordonnance du président de la République souffre jusqu'à ce jour. Ça fait déjà un mois. C'est depuis les 31. Donc ça veut dire que le gouvernement ou la justice n'a pas respecté le mot ou la grâce qui a été accordée par le président. Et vous voulez qu'on fasse confiance à ce genre d'administration? Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, monsieur Nathanaël Onokomba, d'être venu sur ce plateau pour commenter l'actualité. Nous avons parlé de la situation sécuritaire. Je vous rappelle que vous êtes porte-parole de Piste pour l'émergence, qui est le parti cher à cette Kikouni. Merci d'avoir été de nôtre sur ce plateau. Merci, monsieur. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection, de découverte,
de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alingueté mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances. La direction de l'IGF sur fonds propres vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitère le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alingueté de répliquer, ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances.